Il dit, je vais le faire. Et c'est tellement grand que ça pique les yeux. Et tout le monde est obligé de découvrir comment, pourquoi. Mais avant que ça ne devienne réel, c'était dans le mental du dirigeant. Merci beaucoup. Peut-on vivre sans vision? Celui qui vit sans vision, c'est des gens d'échec. Et nos rues sont peuplées de gens sans vision. Et la raison, je vais te les énumérer. Comme j'ai dit, le mental est composé de 3 compartiments. La mémoire. Dans la mémoire, c'est les expériences passées, les échecs passés, les déboires, la vie de tes parents, ton origine. Alors, l'imagination, c'est projeter l'avenir. Mais si tu te lèves, tu te projettes plutôt dans le passé, sombre, amer, de pauvreté, de ton origine, tu ne peux jamais avoir une vision. Et si tu ne fais pas attention, tu fais sortir un concept dans ton raisonnement qui dit, comme nous sommes pauvres, on demeurera pauvres. Ceci, ce n'est pas pour des gens comme nous. C'est pour les gens comme eux. Regardez un peu la maison de mon père, de ma mère, mon origine. Ces mauvais concepts, des fois, peuvent être nationaux. Par exemple, ce concept qui dit « Je me contente du peu », Tony Viadji. Jusqu'à telle enseigne que voiture, petite voiture, maison, une petite maison me va. Malgré que j'ai les moyens. Tout ce que je fais, ça doit être petit. Alors comment est-ce qu'on peut marquer sa génération avec ça? Marquer sa famille avec ça? Marquer son village avec ça? Marquer sa contrée ou bien sa préfecture jusqu'à marquer un pays avec ça? Quand ta mentalité c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Là encore c'est mieux parce que quand vous avez une grande vision, il faut répartir cela en 2 petits objectifs que tu atteins. Donc dans la grande vision, vous répartissez cela en 2 petits objectifs. Et chaque fois que vous atteignez un objectif, on dit que vous avez un succès. 2e objectif, un succès. 3e objectif, un succès. Maintenant, les petits objectifs regroupés deviennent la réussite. Et quand des petits objectifs sont de grands objectifs qui sont devenus de grands succès, on dit que vous avez réussi. Oui, on dit que vous avez réussi. Vous avez donné un exemple par rapport à ceux qui veulent demeurer tels ou se réfèrent de leur environnement immédiat. Mon père et ma mère vivaient dans une case en paille. Moi aussi, je n'aurais qu'une maison en paille. Est-ce que vous ne voyez pas que très souvent, c'est les parents qui nous disent « Tu es un enfant de pauvre. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Reste là où tu es né et prospère de cette manière. » Je vais l'expliquer de cette manière. Il y a quelque chose que nous appelons le système de croyance. Si quelque chose dure trop dans ta mémoire, ça rentre quelque part qu'on appelle le cœur. Et dans le cœur, nous développons nos systèmes de croyance. Alors, quand la personne dit, depuis son enfance, on tape là-dessus une religion, Allah ou Jésus-Christ, ou bien les idoles. Il a tellement vu le diable faire les gens marcher dans le feu depuis son enfance. Vous lui amenez le christianisme, il ne croit pas. Vous lui amenez l'islam, il ne croit pas. Parce qu'il a vu faire jusqu'à ce que l'animisme est rentré où? Dans son système de croyance, qui est dans le cœur. Et ce n'est pas ce cœur physique-là. C'est un compartiment du mental aussi qu'on appelle quoi? Cœur. La personne ne peut pas démontrer la chose, mais si tu veux le forcer, il est capable de te tuer même.
c'est en quoi il croit. Voilà pourquoi c'est difficile, par exemple, en Afrique, d'évangéliser. Voilà pourquoi, par exemple, c'est difficile de changer la mentalité des gens en Afrique. Alors, le modernisme vient. Quand la chose reste ou bien rentre dans votre système de croyance, c'est difficile à enlever. Alors, le grand problème d'un individu, c'est d'arriver à changer son système de croyance, si vous voulez qu'il change. Si la personne accepte son passé plus que son avenir, et que le passé se trouve dans son système de croyance, tu ne peux pas l'enlever. Sur un point de vue national, il y a des choses dans notre passé, dans nos expériences, que notre système de croyance a accepté. Et nous vivons là-dessus. Et tu ne peux pas changer cela. Exemple, je mange toujours avec la main, j'aime toujours manger avec la main. La fourchette peut être en or. Si je n'utilise pas ma main, je ne serai jamais satisfait. Et donc, devant les situations embarrassantes dans les milieux où je suis contraint à manger avec la fourchette, je vais me débrouiller jusqu'à ce que j'ai l'occasion de bien manger avec la main. Ça, par exemple, c'est dans ton système de croyance. Il faut souffrir avant de prendre cela de l'individu. Donc l'échec et le succès, c'est dans notre système de croyance. Est-ce que la personne dans son système de croyance a le succès? Est-ce que la personne dans son système de croyance a l'échec? Des fois, le mental peut te dire, tu peux réussir. Mais le système de croyance, il dit, nous sommes des misérables. Donc, n'aie pas de vision. Celui-ci a une vision, il a échoué. L'autre a une vision, il a échoué. L'autre est mort avant son temps. Toi aussi, n'aie pas de vision. Et donc, vous vivez dans la routine jusqu'à mourir un jour. Si la vision détermine le système de croyance d'une personne ou d'une autre personne, je voulais aller au niveau des pays. Je prends les pays développés. Ceux-là que nous appelons aujourd'hui les pays développés. Est-ce à dire que dans ces pays, il y a des gens qui ont des visions, surtout des visions où on ose? Oui, dans les pays développés, vous avez des gens qui ont de grandes visions qu'ils ont mis en application. Dans les pays africains, par exemple, des gens ont de grandes visions, mais utilisent un autre obstacle de la vision, que nous appelons la provision pour ne rien faire. J'ai une grande vision, mais je n'ai pas de provision. Or, le mot provision même a dit quelque chose de très important. Pro, c'est pouvoir. Le préfixe pro veut dire pouvoir. Moi, je pense que quand vous avez la vision, celui qui vous a donné la vision est capable de vous donner la provision. Monsieur Condon, quand vous prenez une graine de maïs que vous mettez au sol là, comment la graine, petite graine l'a fait jusqu'à fendre le sol et sortir, personne ne peut le dire. Donc quand vous avez une vision, la provision est en potentialité dans la vision. Merci beaucoup. Est-il possible de vivre sans vision? Je pense que je l'ai déjà dit. Beaucoup de gens vivent sans vision. Quand vous allez quelque part, il y a un manque de développement. Cela veut dire qu'il n'y a pas de vision. Quand vous allez quelque part et que tout est misérable et pauvre, c'est qu'il n'y a pas de grande vision. Mais vous pouvez aller des fois dans un village que
qu'on appelle pauvres. Tout le monde a une maison en argile. Et une seule personne, ou bien deux, ont une maison en ciment avec tôle. Et puis tout le monde il disait qu'il a fait la sorcellerie pour avoir de l'argent. Vous l'approchez, il va vous parler d'une vision. L'argent que les gens utilisaient pour aller boire sodabi, lui, il faisait quoi? Il mettait ça de côté pour un jour construire une maison en ciment. Et c'est ça qui a fait la différence. Ils ont les mêmes revenus, l'agriculture, ils ont les mêmes plantations de maïs, de café et de cacao. Mais lui, il s'est mis en tête qu'un jour, j'aurai une maison en ciment couverte de tôle. Et c'est des spécificités que vous voyez dans les villages, si vous faites un peu attention. Celui-ci est visionnaire. Les autres là, maison à paille, je suis né dedans. Je continue avec maison à paille. Il n'y a pas de développement à cause de la vision ou bien à cause de la petitesse de vision que les gens ont acquis. Voilà les gens qui se sont projetés dans leur passé pour puiser ce qu'ils vont faire du passé, pas de leur imagination. Bon, lorsqu'on a une vision, est-ce qu'il est possible de faire compromission vis-à-vis de sa vision? Oui, c'est de laisser sa vision et de dire que bon voilà, c'est ça qui amène plus d'argent maintenant. Or, tu n'as aucun don que tu as changé en talent dedans. Alors, nous avons un symbole footballistique au Togo, Adebayor, parce qu'il est, depuis son enfant, il jouait du football. Alors, quelqu'un voit ça, un enfant qui n'a aucun don de football, ses parents disent, va à l'école de football pour devenir comme Adebayor. Est-ce qu'il peut réussir dedans? Non. Là, dans une école de football, on va mettre le talent en lui. Mais si le don est là et qu'on change le don en talent, c'est-à-dire un talent, c'est un don qui a été travaillé. Mais également, l'éducation peut mettre directement un talent en toi dans un domaine dans lequel tu n'as rien, tu ne connais rien, ou bien tu n'as jamais voulu travailler là-bas. On met le talent en toi. Tu peux utiliser ce talent-là imposé pour avoir de l'argent, mais tu ne seras jamais épanoui. Mais si ta vision va de pair avec le don brut en toi que tu as changé en talent, dans la vie tu es épanoui. Oui, mais comment faire le distinguo entre le don et le talent à ce moment-là? Le don, comme je l'ai dit, oui, depuis ton enfance, quand tu es né là, il y a quelque chose que tu sais bien faire et mieux faire. C'est ce qu'on appelle un don que Dieu lui a donné. Tout le monde n'est pas footballeur, mais depuis l'enfant, vous pouvez détecter que cet enfant va jouer au football. Tout le monde n'est pas mathématicien. Depuis l'enfance, on détecte que cet enfant est très fort dans des choses techniques. Depuis l'enfance, on peut détecter que cet enfant est fort en littérature. Ainsi de suite. Donc, quand tu grandis, ce que moi je dis aux gens, tu dois être capable de déterminer 3 dons en toi que j'appelle priorités. Les priorités des dons. Un individu, après tout, a beaucoup de dons en lui. Parce que, voyez-vous, si vous prenez une graine, une pamplemousse, si vous prenez une pamplemousse, vous pouvez compter le nombre de graines dans la pamplemousse. Mais si vous prenez une graine de pamplemousse, vous ne pouvez jamais compter le nombre de pamplemousses qu'il peut donner.
ou bien vous ne pouvez jamais compter le nombre de pamplemousses qu'elle peut donner. Alors pensez-y. Vous êtes cette graine-là. Et en vous, il y a beaucoup de pamplemousses. Un individu a beaucoup de dons en lui. Mais définitivement, tu ne peux pas exercer tous tes dons avant de mourir. Alors, à la rigueur, prends les 3 premiers dons. Et maintenant, des 3 premiers dons, tu essaies de fixer une vision par rapport aux 3 premiers dons. Et là où tu es beaucoup plus aiguisé, ça devient la priorité des priorités. Les 3 premiers dons sont prioritaires. Mais la priorité des priorités, c'est ce que tu aimes mieux faire, c'est ce que tu veux mieux faire, ainsi de suite. Alors, je consultais quelqu'un qui veut devenir, ou bien quelqu'une qui veut devenir juriste. Et comme deuxième don, elle a choisi la couture. Donc, après son master dans les sciences juridiques, il a entamé aussi la couture. Parce qu'il faisait quoi? Il chômait. Est-ce que vous voyez? C'est une femme, bien c'est un homme. Je vais reprendre. Je consultais quelqu'une qui, en plus de ses dons et talents dans la juridiction, a décidé de faire ce que aussi elle aime faire, c'est-à-dire la couture. Une modéliste. Elle faisait ça parallèlement. Et un moment était arrivé, elle a trouvé un emploi dans le système juridique. Elle est partie pour l'emploi et puis elle me dit, pasteur, mon cœur n'est pas là-bas. Je préfère continuer avec la couture. Et aujourd'hui, si on compte les couturières, elle est une des meilleures. Elle fait tellement bien et puis elle avance dedans. Elle crée des modes, ainsi de suite, avec une maîtrise en droit. Alors, comment perçoit-on alors une vision? Une vision? Personne ne peut t'imposer une vision. C'est toi qui détermines ta vision à partir des dons et des talents que tu as comme potentialité. Et je dis, les dons et les talents en toi sont tellement nombreux. Il faut choisir au minimum 3. Et des 3, une priorité des priorités. Si ça ne marche pas, le deuxième. Si ça ne marche pas, le troisième. Finalement, un va marcher. Bon, pasteur, est-ce que vous ne pensez pas que cette émission que nous sommes en train de faire s'adresse seulement aux intellectuels qui savent ce qu'on appelle vision, qui savent ce qu'on appelle imagination, qui savent ce qu'on appelle talent, et nos parents qui n'ont pas été à l'école? Comment font-ils pour détecter leur vision? Vous voyez des parents qui disent depuis son enfance que moi, j'ai refusé d'aller à l'école pour apprendre à forger les outils. Et aujourd'hui, ils ont réussi leur vie parce qu'ils sont de bons forgerons. Vous allez dans les villages, des parents décident que moi, je vais faire que café, cacao. Et il est très riche dans la culture de café, cacao. Et comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Au même moment, des gens aussi font café, cacao, ne réussissent pas. Mais c'est une histoire de vision. Où que tu sois, et quel que ce que tu fais, et quel que soit ce que tu fais, comprends que c'est une histoire de vision.